toi tu as le froh ich qawacho vinek koro vinek rerio vinek sek vinek kek pieles rojas que en qabihqa kori vinek copa Africa. C'est une langue maya du Guatemala, donc c'est une grande famille de langues. C'est une des langues sur laquelle j'ai travaillé, moi. Moi, j'ai fait la grammaire d'une langue de la montagne cuchumataine du Guatemala qui s'appelle le Racaltec. Ça, c'est un extrait de la grande langue Kaqchikel, qui est une langue qui est parlée par des centaines de milliers de gens. Donc, c'est une grande langue du Guatemala. Elle est écrite et elle a été enregistrée au moment de la colonisation. Il y a des textes de cette époque-là. Je veux savoir si aujourd'hui, il y a beaucoup de langues qui sont menacées dans le monde et en termes de chiffres, comment ça peut se déterminer? Selon les continents, la proportion de langues en danger est assez différente. Par exemple, en Amérique, on parle de 90% des langues qui vont disparaître avant la fin du siècle ou dans les 50 ans qui viennent. Et en Australie, c'est comme aux États-Unis, ça va très très vite maintenant et on dit que 90% des langues d'Australie, aborigènes d'Australie vont disparaître dans les 20-30 années qui viennent. Ce sont des questions de colonisation, de décision des gens au pouvoir, d'éliminer les langues qu'ils ne parlent pas eux. Et en général, les langues nationales, qui ont été reconnues comme nationales, sont les langues des gens au pouvoir. Et il y a toute une bataille idéologique et toute une campagne pour faire croire aux gens qui parlent les autres langues que leurs langues ne sont pas bonnes, que ce sont des dialectes, qu'il n'y a pas de grammaire. Mais ça, c'est de la politique. C'est pas les langues. Les langues, elles vont très bien. Et si on laisse les gens tranquilles, ils vont développer les langues avec leurs besoins. Pour moi, linguiste, ce qui disparaît, c'est des versions du génie humain. L'esprit humain est capable d'une incroyable variété de structures. Et quand vous parlez de ces choses-là, justement, de ces approches différentes du monde par le biais de la langue, est-ce que vous avez des exemples de choses en particulier qui vous ont marqué dans vos travaux? J'ai travaillé en premier sur une langue maya. Et à la fin des verbes dans la langue maya, il y avait des A, des E, des H, des Y. Et puis il y avait toujours tir-tor. Et je voyais bien que la fin du verbe avait toujours ces choses à la fin. Et en fait, c'est une langue qui situe dans l'espace tout événement. Donc, on dit toujours si les choses se passent à l'horizontale, en montant, en descendant. Là, à l'instant, moi, je suis en train de vous parler à l'horizontale et ça va vers vous. Alors, ça fait ek-tor. Et si vous me répondez ek-tir. Et tir, ça veut dire que ça vient vers moi. Mais si vous étiez debout, quand vous me parlez en descendant. Donc cette langue-là va toujours situer dans l'espace les objets, les personnes. Voilà, c'est une obsession spatiale. On comprend tous les concepts, mais nous, on n'a pas l'idée de le mettre dans le verbe comme quelque chose d'obligatoire. Est-ce que pour qu'une langue aujourd'hui disparaisse, il faut que le dernier locuteur qui sache la parler disparaisse, meure? Il y a un mythe qu'il y a un dernier locuteur. Il y a un contre-mythe du côté des linguistes qui dit « The last speaker is dead, long live the last speaker ». Le dernier locuteur vient de mourir, vive le dernier locuteur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le dernier locuteur, ça devient un statut social. C'est la personne que les journalistes vont interviewer, c'est la personne qui est dans des films, mais en fait, en général, il y en a d'autres autour. Et donc, dès que le dernier locuteur meurt, en général, on voit apparaître l'autre dernier locuteur. Mais on compte aussi parmi les locuteurs des gens qui ne sont pas des... Alors, il y a les locuteurs monolingues traditionnels, c'est l'idée qu'on a du locuteur, mais il y a beaucoup d'autres locuteurs. Il y a aussi des locuteurs qui le parlent en deuxième langue. Et qui le parlent en deuxième langue bien, très couramment, ou qui le parlent en deuxième langue pas très bien. Donc on parle de ces gens-là. Ces gens-là sont techniquement appelés des semi-locuteurs. C'est un terme terrible. C'est une traduction de l'anglais semi-speaker. Ce sont des gens pour qui c'est la deuxième langue. Et comme pour tous les gens qui ont une deuxième langue, cette deuxième langue, ils la savent plus ou moins bien. Et puis, s'ils s'en éloignent, ils l'oublient. Voilà.
Donc il y a des semi-locuteurs. Donc la langue, elle peut passer aussi par une étape où il n'y a plus de locuteurs natifs. Il y a encore des locuteurs, mais il n'y en a aucun qui a grandi comme locuteur natif et monolingue dans cette langue. Ça a toujours été la langue que je parlais avec mon grand-père. Voilà, il y a cette génération-là. Et puis il y a les gens qui apprennent dans les écoles, dans les programmes de revitalisation. Et eux apprennent consciemment la langue, pas avec leur grand-père à la maison, mais ils prennent des cours, ils apprennent dans les livres. Ceux-là, on les appelle les nouveaux locuteurs. Alors souvent, ils ne prononcent pas avec toute l'intonation, tous les tons, tous les accents, parce qu'ils l'ont appris des livres, ils l'ont appris d'instituteurs qui eux-mêmes n'étaient pas des locuteurs natifs. Donc on les appelle les néolocuteurs. Et les gens qui sont le plus à faire la défense, qui sont là à défendre les langues, sont maintenant de plus en plus des néolocuteurs. Voilà le reportage d'Antoine Boucher.